Bonjour, bonsoir à toutes et tous, c'est Elska pour le point d'étape numéro 16 de Parlons Constitution. Alors, comme d'habitude, qu'est-ce qu'on va faire dans cet épisode, dans ce point d'étape, qui n'est pas vraiment un épisode? En fait, les points d'étape, c'est pour résumer tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, jusqu'à ce point d'étape numéro 16. Mais on ne va pas se concentrer sur ce qui a été fait au début, on va se concentrer sur ce qui a été fait récemment. Donc on va revenir juste très rapidement, vous pouvez mettre en pause pour voir ce qui a été fait au tout début, avant les 8-10 derniers épisodes. Donc au début, on avait vu différents aspects généraux de cette nouvelle constitution. L'État avec une constitution écrite, l'objectif, recherche du bonheur de tous et de chacun, l'État unitaire décentralisé déconcentré, la souveraineté, la hiérarchie des normes, la constitution qui est dépendante du contexte, le type de régime. On avait ensuite vu qu'il fallait garantir des droits fondamentaux, garantir les libertés et droits fondamentaux pour éviter les abus de pouvoir, pour éviter les dérives et protéger chacun de la tyrannie de la majorité. Et à ce titre, on avait vu notamment la procédure de révision fondamentale. Et c'est au juge constitutionnel ainsi qu'au juge administratif dans une certaine mesure de garantir le respect de ces libertés et droits fondamentaux, on va y revenir. Ensuite, on avait vu les conditions pour être citoyen, donc citoyen actif ou citoyen passif avec la commission du test de l'intérêt pour le politique. Puis, on a vu le pouvoir législatif, je vous laisse voir le tableau avec l'Assemblée nationale, la Chambre des sages et le Conseil scientifique. Sachant que l'Assemblée nationale est désignée par une élection, 50% des députés sont élus à la proportionnelle et les 50% restants au système de Borda modifié par circonscription. Pour la Chambre des sages, c'est la proportionnelle avec un seuil électoral de 4%, et le Conseil scientifique, il est tiré au sort selon la profession qui appartiennent au domaine scientifique. Donc petit rappel, voici les bulletins types pour un vote à la méthode Borda modifié pour que le non-classement soit sanctionné. Aussi, autre rappel, c'est la représentation proportionnelle à scrutin de liste. La proportionnelle, ici, a la plus forte moyenne, et ici on a un exemple très simple de ce que ça pourrait donner avec le seuil de 4% pour l'élection de 50% des députés, ou alors pour l'élection des sages, mais ici on est dans 50% des députés, donc avec le chiffre actuel, il reste 289 sièges à pourvoir à la proportionnelle, et 4% représenteraient 11 députés. Ensuite, on a vu l'élaboration de la loi avec toute cette procédure que je ne détaille pas, je vous laisse encore une fois mettre sur pause. Et si vous voulez encore plus de détails, d'aller voir les épisodes qui sont indiqués. Ici, il y a plusieurs épisodes, sur les ordonnances, l'épisode 33, sur l'élaboration de la loi, épisode 26, et aussi épisode 27, etc., pour les autres sujets, comme par exemple gouvernement et président. Le président, c'est par exemple les épisodes 29 et 30. Sachant que ce qui est important ici, c'est que le président a un rôle d'arbitre, de représentant, droit et de gardien, mais non plus un rôle de chef de l'exécutif, puisque les chefs de l'exécutif, puisqu'ils sont plusieurs dans ma vision politique constitutionnelle, ce sont les chefs du gouvernement, c'est-à-dire 3 directeurs et pas un premier ministre, comme actuellement en France. Et donc le gouvernement serait, dans ma vision politique, le réel pouvoir exécutif, comme dans les régimes parlementaires. Ensuite, on a vu la responsabilité politique de l'exécutif, donc là c'est tout ce qui concerne les motions de censure, ou alors la dissolution parlementaire, aussi les procédures de déclaration de politique générale, le 49.3 qu'on avait revu, etc., etc. Bien, après, il y a le pouvoir judiciaire qui a différents rôles: faire appliquer et respecter la loi, sanctionner son non-respect, résoudre les conflits, trancher les litiges, protéger les plus fragiles, les plus vulnérables, maintenir la paix sociale, maintenir la société, et bien sûr la protection des libertés individuelles qui va en fait avec ces deux derniers objectifs, ces deux derniers rôles. Après le pouvoir judiciaire, on avait parlé des référendums, donc est-ce qu'il y a une contradiction avec le mandat représentatif ? Oui, mais une conciliation possible, c'est que la nation délègue différents rôles, pouvoirs au peuple, parlement, etc., et on évite les référendums non décisoires, ça c'est ce qui avait été dit. On avait aussi vu les différents référendums, ceux qui pour moi devaient exister et ceux qui pour moi ne devaient pas exister, donc dans ma vision politique, bien sûr. Et on avait discuté s'il devait y avoir plus de 2 choix pour les référendums, oui, mais avec des conditions strictes qui sont présentées à l'épisode 44. Bien, on avait continué en parlant des initiatives citoyennes pour ces référendums qu'on avait vu à l'épisode 45. On avait vu également le tirage au sort, quand est-ce qu'il fallait y recourir selon moi, donc soit parmi des personnes compétentes, donc pour le conseil scientifique, ce sont que pour des groupes de personnes aussi, pour le conseil scientifique, pour la commission du test de l'intérêt pour le politique, soit pour des avis, groupes de réflexion, propositions ou décisions moins importantes et techniques, ou alors si la représentativité est essentielle. Est-ce que pour la révision de la Constitution c'est possible? Est-ce que ça devrait passer par une espèce de convention, un tirage au sort de citoyens?
Je ne sais pas, on en discutera plus tard quand on parlera des révisions constitutionnelles, mais en tout cas pour la constituante citoyenne, s'il faut refaire une constitution après cette 5e République actuelle en France, eh bien j'avais dit que oui, je vous renvoie à l'épisode 12. On avait ensuite parlé des élections, donc j'en ai déjà un peu parlé. On a l'élection des députés, donc 50% à la proportionnelle, 50% à la méthode Borda, l'élection de la Chambre des sages à la proportionnelle, l'élection du président de la République également à la méthode Borda, et ensuite différents votes qui sont à la méthode Borda, qui sont possiblement aussi au vote par approbation pour les votes en fait à la Chambre des sages qui sont à l'unanimité des membres ou des suffrages exprimés. On avait parlé du droit de vote, les élections à l'Assemblée nationale et à la Chambre des sages, c'est les citoyens actifs, l'élection du président de la République, c'est universel, ça concerne tous les citoyens. On avait aussi parlé des conditions pour être candidat, notamment les conditions de parrainage citoyen pour être candidat à la présidentielle. On avait parlé également, enfin, des votes blancs, des votes nuls et de l'abstention, pas de comptage des nuls, pas de comptage de l'abstention, mais un comptage des votes blancs qui, s'ils deviennent majoritaires, s'ils sont majoritaires lors d'un vote, feront qu'il faudra revoter avec d'autres options, sauf pour la proportionnelle, bien sûr, parce que pour la proportionnelle, on suppose que tout le monde a pu se présenter. Ensuite, sur les élections, on avait dit qu'il ne suffit pas d'avoir le droit de vote pour que le vote soit libre, il faut remplir toutes ces conditions-là. Je vous laisse mettre sur pause, n'oubliez pas, mettez sur pause pour lire si vous souhaitez en savoir un peu plus, et si vous souhaitez en savoir encore plus, à aller voir les épisodes, n'hésitez pas, vous pouvez cliquer dans la description sur le petit lien qui est, je crois, tout en bas de la description. Vous avez le lien vers la playlist de Parlons Constitution, vous pouvez aller retrouver tous les épisodes avec tous les sujets qui ont été abordés jusqu'à maintenant, et aussi ceux qui arriveront prochainement. Après les élections, on avait parlé du calendrier électoral et de la stabilité gouvernementale. L'influence du calendrier électoral sur les élections a plusieurs titres. Il y a 3 facteurs déterminants pour cette influence. La durée des mandats, les mois des élections, et les pouvoirs de dissolution destitution. On avait aussi dit que si les durées des mandats étaient différentes, le problème persisterait, car lorsque les élections se suivent, les résultats de la première élection influencent forcément la seconde, mais si les élections sont au milieu du mandat de l'autre, il y a un risque de vote sanction, c'est-à-dire qu'on va sanctionner ceux pour qui on avait voté lors de la première, parce qu'en général, ils nous conviennent moins au bout de quelques mois, quelques années. Il est plus facile de critiquer leur bilan. C'est plus facile de critiquer si quelqu'un a fait quelque chose que si quelqu'un n'a pas encore eu le temps de faire quelque chose. Donc ce qu'il faudrait, c'est qu'il y ait une forme d'abstraction, c'est difficile, du contexte par les électeurs. Ça pourrait limiter cette influence, mais est-ce que c'est souhaitable? Est-ce que ce n'est pas normal qu'il y ait cette influence? C'est une question qu'on s'était posée lors de cet épisode sur le calendrier électoral, sur l'influence du calendrier électoral sur les élections. Ensuite, on s'était posé la question de la stabilité gouvernementale, fait majoritaire ou instabilité gouvernementale, et les conditions pour le fait majoritaire, on avait dit qu'il fallait un mode de scrutin majoritaire, voire consensuel, un calendrier électoral favorable, donc des élections qui se suivent, un exécutif fort et élu, et le parlementarisme rationalisé, bien sûr. Et dans le cas de Parlons Constitution, c'est plutôt de l'instabilité gouvernementale. Pourquoi? Car 50% des députés sont élus à la proportionnelle, ce qui réduit fortement la possibilité d'avoir une majorité forte qui soutienne un gouvernement. Mais en fait, ça dépendra du comportement des acteurs. Est-ce qu'à l'Assemblée nationale, les députés seront suffisamment matures? Est-ce qu'ils auront, la maturité, l'envie de négocier entre eux pour former des gouvernements plus stables, des coalitions plus faciles? Ça dépendra aussi bien sûr du comportement du gouvernement, s'il fait n'importe quoi ou pas, s'il respecte l'Assemblée nationale ou pas, et du président de la République qui autorise ou non les motions de censure et qui autorise ou non les dissolutions. Et on avait conclu en parlant d'un dosage, d'un équilibre à trouver en fait entre stabilité sans soutien et instabilité toujours soutenue. Après ça, on avait parlé des accords internationaux des interventions militaires. En parlant de la ratification des accords internationaux, on avait dit que le gouvernement négociait les traités et accords internationaux et les signe. Ensuite, il y a un contrôle, des contrôles obligatoires avant la ratification, avant l'approbation, par le Conseil d'État et la Cour constitutionnelle, sachant qu'il faut toujours un projet de loi d'autorisation devant l'Assemblée nationale avec un veto scientifique qui est possible. Le gouvernement ensuite approuve ou le président de la République ratifie les traités. Il n'est pas obligé de ratifier les traités. Il peut décider à la toute fin du processus de dire non. Moi, je ne veux pas ratifier ces traités, même si le gouvernement et l'Assemblée nationale sont d'accord pour ça. En principe, il les ratifie, mais il a la possibilité de ne pas le faire, donc de ne pas faire aboutir ces traités.
Concernant les interventions militaires, les déclarations de guerre et les interventions des forces armées à l'étranger, elles sont autorisées par l'Assemblée nationale, mais avant, il faut bien préciser que c'est bien le gouvernement qui dirige l'armée, qui demande et initie les interventions. Pourquoi? Pour une question de réactivité et d'effet de surprise. Mais comme je viens de le dire, c'est l'Assemblée nationale qui autorise les déclarations de guerre à la majorité absolue et les interventions de plus de 4 mois à la majorité simple. Elle peut aussi s'opposer à toute intervention militaire engagée par le gouvernement à la majorité absolue. Enfin, s'il y a une opposition, le délai pour retirer les troupes est de 14 jours si l'intervention est inférieure à 4 mois, sinon le délai est de 30 jours. Mais si le gouvernement le souhaite, il peut demander une augmentation jusqu'à 60 jours maximum pour retirer les troupes. C'est l'Assemblée nationale qui lui donne cette autorisation à la majorité simple ou qui ne la lui donne pas. On avait parlé aussi des états d'exception en cas de menace de péril, avec l'état de siège et les états d'urgence. On avait bien dit que c'était décrété par les directeurs, que c'était prorogé par une loi si ça dépasse 5 jours, également qu'il y avait une protection renforcée par des commissions de surveillance à l'Assemblée nationale et à la Chambre des sages, et des recours devant la justice, d'urgence, des recours accélérés. Ensuite, on avait dit qu'il fallait réfléchir à des plans et états d'urgence nouveaux face aux risques nouveaux, plutôt que de les construire en réaction comme ça a été le cas pour l'état d'urgence sanitaire pendant la crise du Covid-19. Mais on pourrait aussi prendre l'exemple des états d'urgence qui se sont modifiés lors de crises, pas sanitaires ici, mais plutôt de sécurité. Ensuite, on avait parlé de la dictature exceptionnelle contrôlée pour rétablir les pouvoirs publics constitutionnels. On avait vu à l'épisode 60. Qu'est-ce que c'est? C'est le président de la République qui déclenche et arrête les pouvoirs exceptionnels du gouvernement qu'il obtienne et pas le président de la République comme actuellement avec les pouvoirs exceptionnels prévus à l'article 16. Non, dans ma vision politique, le président de la République déclenche et arrête les pouvoirs exceptionnels du gouvernement, donc des directeurs. Sachant que s'il n'y a pas de directeur ou s'ils sont empêchés, le président de la République peut prendre les pouvoirs exceptionnels temporairement, mais doit nommer un directeur dans 48 heures qui prend les pouvoirs exceptionnels et 2 autres dans les 72 heures suivantes. Donc après ces 48 heures. Lorsque ces pouvoirs sont en place, chaque loi unanime principale dominante peut être modifiée par les directeurs, sauf si 3/5 de la Chambre des sages s'y oppose dans les 24 heures. Dans les 24 heures après que les directeurs, après que le gouvernement ait décidé de modifier une loi unanime principale dominante. Enfin, il y a des garde-fous, bien sûr, c'est la demande à la Cour constitutionnelle, avec des délais plus courts et une décision qui est exécutoire. Et à la sortie de ces pouvoirs exceptionnels, une commission spéciale mixte de retour à l'ordre constitutionnel doit exister. C'est comme ça que je vois cette dictature exceptionnelle contrôlée pour établir les pouvoirs publics constitutionnels. On a parlé ensuite du Conseil économique, social et environnemental qui est une assemblée de conseils représentant la société civile organisée. Ses fonctions sont claires. Conseil, avis et propositions uniquement. Bien sûr, il a d'autres rôles. Favoriser le dialogue entre la société civile et les pouvoirs publics, rencontres, auditions, etc. Favoriser le dialogue au sein de la société civile, notamment au sein du Conseil, mais pas que. Favoriser la participation citoyenne, dont au moins une convention de conseil citoyen par an. Sa saisine aussi est claire, elle doit être claire, en tout cas dans ma vision politique constitutionnelle, parce que ici, encore une fois, j'ai apporté des modifications à la situation actuelle en France. Donc, quelle saisine claire? L'autosaisine, ou le président de la République, ou le gouvernement, ou le président, la présidente de l'Assemblée nationale, ou le président, la présidente de la Chambre des sages, ou 40 députés, ou 40 sages, ou par pétition, donc des citoyens, 150 000 signatures, surtout problème ou texte national à caractère économique, social et environnemental. Sachant que si c'est sur un texte, ça ne retarde pas, ça n'empêche pas son adoption, puisque les fonctions du Conseil économique, social et environnemental ne sont que des fonctions de conseil, d'avis, de proposition, de dialogue, mais pas de prise de décision. Ils ne font ni la loi, ils peuvent l'inspirer, mais ils ne font ni la loi, ni les actes réglementaires. Ensuite, on a vu les contrôles de conformité des normes juridiques entre elles. En fait, c'est pour faire respecter la hiérarchie des normes par des contrôles à chaque niveau. Contrôle de constitutionnalité, contrôle de conventionnalité, contrôle de légalité et les contrôles entre les actes administratifs. Sachant que tout ceci, c'est pour faire respecter l'état de droit, que le pouvoir politique soit soumis aux règles de droit qui les dictent,
évidemment pour faire respecter aussi la hiérarchie des normes, et ceci implique des recours effectifs devant les juges pour faire sanctionner, pour faire annuler ou abroger les décisions contestées parce qu'elles ne respecteraient pas les décisions supérieures, dans l'ordre bien sûr de la hiérarchie des normes. Il faut aussi prêter attention à la sécurité juridique. C'est ce qui est fait, puisque parfois on a de l'annulation, parfois on a de l'abrogation, ou parfois la modulation des effets, notamment modulation des effets dans le temps, de l'abrogation de certains types de décisions, voilà, des lois, de normes juridiques, ça peut être aussi des actes administratifs. Pour le contrôle de constitutionnalité, par exemple, le contrôle de constitutionnalité des lois n'est que de l'abrogation. Il n'y a pas d'annulation des lois, il n'y a que de l'abrogation des lois dans le contrôle de constitutionnalité a posteriori. Il n'y a que de l'abrogation et éventuellement une modulation des effets dans le temps. Ou une modulation d'un autre effet, Mais en parlant de contrôle de constitutionnalité, est-ce que ce contrôle est légitime puisqu'il porte sur la loi expression de la volonté générale ? Eh bien en fait, pourquoi s'il y aurait ce contrôle-là ? C'est pour avoir une constitution complètement effective. Et ce qui nous pousse à dire que c'est légitime, c'est la distinction entre souverain, constituant et législateur. Même si c'est le législateur qui fait la loi, et que la loi est l'expression de la volonté générale, elle n'est pas l'expression plutôt directe de la volonté du souverain. Souverain qui s'exprime en premier lieu par le constituant, par la Constitution, qui est au-dessus des lois. Bien, les juges du contrôle de constitutionnalité, qui sont-ils ? Ce sont d'abord la Cour constitutionnelle, donc des juristes élus par des juristes pour 12 ans, renouvelés par tiers, donc tous les 4 ans. On renouvelle un tiers de la Cour constitutionnelle tous les 4 ans. Ce qui fait que chaque juge constitutionnel est en poste pour 12 ans. Et aussi les mandats sont renouvelables. Il est important de noter aussi que ce sont des juges indépendants et inamovibles. Ils ne sont uniquement révocables que pour faute par les autres juges constitutionnels à la majorité des 2 tiers. Il y a d'autres juges du contrôle de constitutionnalité. Ce sont les juges administratifs. Le juge administratif peut et même doit effectuer un contrôle de constitutionnalité des règlements autonomes. C'est son rôle puisque c'est lui le juge des actes administratifs. Mais il peut, à sa discrétion, c'est lui qui décide s'il veut le faire ou non, il peut poser une question en interprétation constitutionnelle à la Cour constitutionnelle, s'il a un doute sur l'interprétation d'une norme de niveau constitutionnel. Et ce contrôle, il passe par quoi ? Il passe par un contrôle de constitutionnalité a priori par la Cour constitutionnelle. Comment ça se passe ? En fait, c'est entre l'adoption et la promulgation de la loi concernée. Et c'est jamais sur le fond d'une loi constitutionnelle ou sur le fond d'une révision fondamentale. Mais ça peut être sur la forme, c'est-à-dire sur la procédure. Aussi, c'est obligatoire pour les lois organiques, les règlements des assemblées et les traités ou accords internationaux. Mais sinon, c'est une saisine par le président de la République, ou au moins un directeur, ou le président de l'Assemblée nationale, ou le président de la Chambre des sages, ou 60 députés, ou 60 sages. Ensuite, il y a le contrôle de constitutionnalité a posteriori des lois, qui s'effectue donc après l'adoption de la loi. Et ici, c'est uniquement sur le fond, pas sur la forme. S'il y a eu des erreurs de procédure, c'est trop tard. Ce contrôle, c'est la procédure QPC à l'initiative des justiciables lors d'un procès, qui passe par 3 filtres, le juge du fond, donc du procès en cours, qui ensuite remonte la question, éventuellement, s'il la juge recevable, au Conseil d'État ou à la Cour de cassation selon si on est dans l'ordre administratif ou dans l'ordre judiciaire, qui ensuite effectue pour la nouvelle vérification, et peut l'envoyer à la Cour constitutionnelle. J'ajoute aussi une nouvelle procédure, la procédure QPC hors instance. C'est s'il y a un intérêt personnel direct et actuel de la personne qui fait cette QPC hors instance et qui n'a pas de moyen d'effectuer une QPC ou tout autre contentieux classique qui lui permettrait de poser une QPC, du moins sans enfreindre la loi pour ça. Ce qu'il est important de noter aussi, c'est sur les accords et traités internationaux qui seraient non conformes à la Constitution. Dans ce cas-là, si ça intervient a posteriori, le juge administratif ou judiciaire informe et demande au gouvernement de régulariser, mais il n'a aucun pouvoir pour l'obliger à régulariser. Donc ce sera politique ensuite que ça se passera. Pourquoi ça ? Parce que le juge national ne peut pas annuler un accord ou traité international. Et même s'il le fait dans son pays, aux yeux du droit international, le pays, l'État, qui avait ratifié, qui avait approuvé l'accord ou le traité international, sera toujours considéré comme l'ayant approuvé, adopté, ratifié. Sauf négociation au niveau politique, là, pas au niveau juridique.
Mais tout ça, on en avait parlé dans l'épisode 64, donc dans l'épisode qui précède ce point d'étape numéro 16. Enfin, il y a un contrôle de constitutionnalité a posteriori, qui est celui du juge administratif, on en a déjà parlé juste avant. Et il y a d'autres saisines de la Cour constitutionnelle, donc là, je renvoie au grand 3 de l'épisode 64, et ces autres saisines sont notamment sur des questions électorales, car la Cour constitutionnelle est un juge électoral au niveau national des élections présidentielles et législatives, pas des élections européennes. Bien, donc on a tout revu. Voici un résumé que je remets à chaque fois. Vous pouvez mettre sur pause et le lire. Il n'y a pas tout, évidemment, ce sont les grandes lignes, ce sont les principaux rapports de pouvoir. Je ne m'attarde pas dessus. On continue. Qu'est-ce qu'on fera la prochaine fois? Que nous reste-t-il à voir? Alors, on a déjà vu plein de sujets qu'il faut encore une fois enlever ici. Ce sont notamment les sujets des accords internationaux, des déclarations de guerre, de l'état de siège, de l'état d'urgence, des pouvoirs exceptionnels. On vient de voir aussi la question du CESE, donc du Conseil économique, social et environnemental, et celle du contrôle de constitutionnalité. Comme d'habitude, j'arrive pas à dire constitutionnalité, mais ça c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on va voir la prochaine fois? La prochaine fois, je l'avais teasé en fin d'épisode 64, mais je l'avais pas dit. La prochaine fois, on parlera du défenseur des droits, donc dans l'épisode 65. Merci à toutes et tous d'avoir suivi ce point d'étape numéro 16. N'oubliez pas la cloche si vous êtes abonné, sinon vous abonnez bien sûr, un petit pouce bleu, un petit like, aussi un partage, des commentaires si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller voir les épisodes qui concernent des sujets dont vous avez envie d'en savoir plus. Je rappelle, dans la description, vous pouvez retrouver le lien vers la playlist. Bref, merci encore à toutes et tous, c'était Healthcare, et à la prochaine.